Donc on va reprendre, parler des éditions du Sonneur. Ce serait bien, Valérie, si tu pouvais nous dire quelques mots pour ceux qui, ici, ne vous connaissent pas. Très rapidement, la maison va bientôt fêter ses 9 ans, au mois de mai. Et le but, enfin l'envie, le désir, le choix initial a été de republier des textes épuisés et donc qui avaient subi cette espèce d'amnésie éditoriale qui est de plus en plus, on va dire, sévère et violente, et d'éditer de la littérature contemporaine française et étrangère. Et on a commencé donc avec 2 textes un petit peu complexes tout de même, qui était le Requiem de Thérèse de Joseph Bor, un écrivain tchèque, un livre qui avait été édité en 63 en France par les éditions Robert Laffont et qui était complètement tombé dans l'oubli, qui est l'histoire d'un chef d'orchestre. Enfin, Marianne en parlera peut-être tout à l'heure, donc je vais m'arrêter là. Et en même temps, on a publié le premier roman de Marie-Noël Riot qui s'appelle Pour Lily, qui est un roman sur l'euthanasie. Donc nous sommes arrivés, la bouche en cœur, avec ces 2 textes complexes, lourds, beaux. Et on a été, je dois dire, très rapidement, largement soutenu par les libraires, et c'est l'une des choses que l'on a voulu au départ avec Jean-Luc, puis ensuite avec Sandrine, et puis maintenant avec tout le monde, vraiment mettre en avant, c'est cette nécessité de trouver des relais, comme ce soir ici. Et d'ailleurs, je remercie Marianne et Anaïs et Marianne, et toute l'équipe de Caribe, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a pu aujourd'hui, on peut continuer d'exister aujourd'hui. Je tiens à le dire, sérieusement. Et on va poursuivre sur cette même lancée. Donc aujourd'hui, le catalogue a 70 titres à peu près, environ. On a aussi créé une petite collection de textes pareils, soit des inédits, soit des rééditions de textes épuisés, qu'il était tout du moins quand on les a fait paraître, et qui, là, pour le coup, ne contient aucun texte de littérature contemporaine pour le moment. Je ne sais pas si on ouvrira cette petite collection à la littérature contemporaine, mais ça n'est pas le cas. On a publié le texte qui nous a donné envie de lancer cette petite collection était un texte totalement inédit d'Edith Wharton qui s'appelle Le vice de la lecture, qui avait été édité au début du siècle dernier, maintenant, on peut le dire, qui est un essai un petit peu agressif, on va dire, sur la définition des lecteurs, du lecteur, des différents types de lecteurs en fonction des différents livres qui sont publiés, parce qu'en creux, il y a aussi tout de même déjà un portrait de l'industrie éditoriale qui se dessine. Et on a été très surpris de découvrir que ce texte n'avait jamais été édité, on l'a donc fait traduire, et ça a initié cette petite collection. Alors après, on s'est retrouvé un petit peu dans l'obligation de... Enfin, l'obligation et le désir, mais d'en trouver d'autres. C'est une collection très compliquée à alimenter parce que, encore une fois, ce ne sont pas des extraits, ce ne sont pas des textes que l'on sort comme ça de recueils constitués. Donc c'est une collection qui demande énormément de lecture. Sandrine passe beaucoup de temps à la BNF. On fouille beaucoup dans les revues qui, de 1850 à 1950, ont été des lieux absolument incroyables en termes de création littéraire. Et voilà. Et puis je peux vous annoncer une nouvelle étonnante qui nous est tombée sur la tête hier, c'est que l'un de nos auteurs, Nicolas Cavaillès, a reçu le prix Goncourt de la nouvelle hier. Donc, et voilà, on est très heureux d'avoir accompagné ce texte et tous ceux qui figurent d'ailleurs au catalogue, dont évidemment celui d'Emmanuel dont vous avez entendu de larges extraits tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire rapidement. Je me tais à toi. Des choses très bien des éditions du Sonneur, c'est que vous favorisez la vie des textes dans la durée. Oui. Chose qui nous plaît beaucoup. Donc je vais parler de quelques-uns des livres de la grande collection que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Donc je commence par le Requiem de Thérèse de Joseph Bor. Donc comme tu l'as dit, c'est un des premiers textes que vous avez publié. Donc le personnage central, c'est Raphaël Schechter, donc qui était, c'est bien comme ça qu'on prononce,
qui était compositeur, musicien, chef d'orchestre et qui donc a été déporté à Theresienstadt en 1941. Donc c'était ce camp où les nazis concentraient les intellectuels, les artistes, les personnalités et qui leur servaient de vitrine. Donc ce qu'il a fait là-bas, c'est qu'au prix d'un courage et d'une détermination absolument incroyable, il voulait monter un chœur et il a réussi à monter un chœur de 150 chanteurs. Il a réussi, malgré l'interdiction, à faire rentrer des instruments dans le camp de Theresienstadt. Il a réussi à organiser des répétitions dans les caves, donc c'est d'ailleurs là que se déroule l'essentiel du récit. Et finalement à monter le Requiem de Verdi. Donc cette histoire est racontée par Joseph Bor, qui lui aussi a été déporté à Theresienstadt et qui raconte donc voilà, cette histoire incroyable et comment, à travers ça, le génie arrive à subsister au cœur de l'enfer. Alors, ce qui se passe, c'est que il recrute des musiciens, il fait des répétitions, et puis au fur et à mesure, les musiciens, les chanteurs sont déportés à Auschwitz, meurent. Mais finalement, il arrive à constituer ce chœur de 150 chanteurs et à donner une représentation devant les officiels nazis, dont Eichmann, qui vient visiter le camp. Il y a une scène, donc cette scène du concert, qui est une scène assez terrible, puisqu'en fait, il faut une réinterprétation du Requiem de Verdi pour faire de cette messe catholique une représentation des souffrances des Juifs et un message de justice. Sachant qu'on est dans une sorte de défi qui est déjà perdu. Donc c'est un récit qui est vraiment magnifique, qui est très tragique, qui montre qu'on attend beaucoup de l'art, mais qu'en même temps l'art ne peut pas grand-chose par rapport à la barbarie. Je pense que c'est un texte qui est très beau, qui est dans un thème qui est encore très actuel aujourd'hui. On parle beaucoup en ce moment de l'art. Il y a d'ailleurs un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Parce que j'étais peintre, de Christophe Cogniet, donc un film qui parle des œuvres qui ont été réalisées clandestinement dans les camps de concentration, les œuvres picturales, qui est un très beau film, que je vous encourage à aller voir aussi. Donc voilà, c'est vraiment un livre assez bouleversant et magnifique. Je voulais ensuite vous parler de Idée fixe, trop fixe, de Arrigo Boito. Notre very long seller, je voulais à vous dire. Oui. Mais on est très fiers de l'avoir édité, mais c'est voilà. On l'accompagne longtemps. Donc vous l'avez édité en 2007, c'est ça? Oui, en 2007. Donc c'est, je crois, les 4 seules nouvelles d'Arrigo Boito. À ce jour. Pardon, je t'interromps, mais parce qu'on pense vraisemblablement qu'il y a d'autres textes d'Arrigo Boito qui dorment dans des bibliothèques ou des malles qui devraient être, au vu de sa correspondance et de ce qu'il pouvait écrire de ses travaux. Donc il a vécu entre 1842 et 1918, il était poète, il est très connu comme compositeur, notamment parce qu'il a écrit un opéra qui était inspiré du Faust de Goethe, qui s'appelle Méphistophélès, et parce qu'il était librettiste d'opéra de Verdi, notamment Othello. Et donc il a écrit ses nouvelles entre 1867 et 1874. C'est des nouvelles fantastiques, sombres, très mystiques, par un auteur qui est vraiment habité de visions. Donc je ne vais pas vous parler toutes, mais je voulais vous parler de 2 d'entre elles. La première qui s'appelle Le Fou Noir, qui a été écrite en 1867, qui est une histoire autour d'une partie d'échecs. Donc c'est la rencontre de 2 hommes que tout oppose, un jour dans un palace en Suisse. Donc tout les oppose sauf la fortune, ils sont riches tous les deux. Il y a un Américain blanc qui est un joueur d'échecs très reconnu et un Jamaïcain noir. Et donc ils vont s'affronter dans une partie d'échecs. Il y a une des pièces du jeu, le fou, qui est une pièce endommagée. Et on a l'impression que cette pièce, qui est comme un homme blessé, est vraiment la clé de la victoire dans cette partie d'échecs. Finalement, c'est vraiment une nouvelle où il y a une intensité dramatique incroyable. La partie d'échecs se développe comme une guerre, enfin ça semble vraiment plus réel qu'une guerre, et le miroir en fait d'un conflit entre blanc et noir et de ce qui se passe dans le monde réel. Je crois que cette histoire a été inspirée à Arrigo Boito par une révolte qu'il y a eu en Jamaïque en 1865.
où l'esclavage avait été aboli au début du 19e siècle, et finalement les Noirs se sont révoltés contre la discrimination dont ils faisaient toujours l'objet. Donc il y a deux visions du monde qui s'affrontent dans cette partie, avec une intensité dramatique qui monte de plus en plus jusqu'à la folie. Il y a une deuxième nouvelle dont je voulais parler dans ce recueil qui s'appelle Le Point Fermé, donc qui est une nouvelle de 1870. C'est l'histoire, donc ça se passe en Pologne à cette époque-là, d'un médecin qui visite la Pologne parce que il étudie une maladie qui s'appelait la plique polonaise. Une maladie qui visiblement faisait se dresser les cheveux sur la tête, et cette nouvelle fait ça aussi. Et donc il rencontre un mendiant qui est atteint de cette maladie, qui est un homme gigantesque, qui est persécuté par tous les autres malades, qui est atrocement marqué par la maladie, et cet homme va finir par lui confier, il a visiblement quelque chose, il va finir par lui confier l'histoire d'un usurier juif qui s'appelle Lévi. Bon, il y avait quand même quelques relents d'antisémitisme dans cette nouvelle, mais je pense qu'à l'époque c'était assez banal. Et donc il lui raconte l'histoire de cet usurier juif qui est assis sur le tas d'or qu'il a constitué, qui a presque 1 million, et en fait il lui manque seulement 1 florin pour atteindre le million. Et cet homme rêve qu'on lui donne le florin qui lui manque, et il se réveille avec le poing fermé en imaginant qu'il a dans son poing un florin d'une très grande valeur. C'est une nouvelle extraordinaire, fantastique, qui rappelle Gustave Meyrink ou Poe. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles, très belle découverte, très romantique, très noire. Très sombre, oui. Très sombre. Magnifique. D'où la couverture noire, d'ailleurs. Voilà, je vais vous parler maintenant de textes contemporains, donc celui-là. Alors, ce que m'a dit Valérie quand je l'ai vu, et c'est vrai, c'est qu'il n'y a qu'une chose à faire pour aimer ce texte, c'est lire la première page. Il y a un ton, assez incroyable. Je ne vais pas oser lire après la lecture des acteurs qu'on vient d'entendre. Mais c'est une voix vraiment particulière, puisque Ascanio Celestini, c'est donc un dramaturge et un auteur, et donc il nous fait entendre dans ce livre le monologue d'un homme simple, et un homme qui est enfermé dans un asile psychiatrique depuis son enfance. Et donc cet homme nous parle du mythe de ce qu'il appelle les fabuleuses années 60, c'est-à-dire les années du développement de la consommation de masse et de la télévision, donc par la voix de cet homme qui lui est enfermé depuis 35 ans dans un asile psychiatrique dans les Abruzzes. Un asile où les malades sont traités aux électrochocs, et en fait où lui, le narrateur, qui s'appelle Nicolas, ne sort que pour aller au supermarché en compagnie d'une religieuse qui est pétomane et sourde, pour aller acheter des produits. Donc il est il est enfermé dans cet asile, il rêve des produits du supermarché, de revues pornographiques, de films de martiens, tout s'en mêle et devient une sorte de fantasme dans sa tête. On a une voix vraiment particulière d'un adulte qui a l'air d'être un enfant. Et donc, ce qui est fantastique dans ce livre, c'est qu'il dénonce à la fois l'aliénation de l'enfermement de l'asile, et puis l'aliénation du développement de la boulimie, de la consommation et du divertissement. Voilà, donc c'est par cette voix, c'est vraiment puissant, c'est très très ravageur comme récit. Je crois qu'il a été adapté au cinéma. C'était d'abord une pièce de théâtre qu'il jouait seul sur scène. Il est passé au Théâtre de la Ville, c'est absolument incroyable. On a eu la chance de pouvoir aller l'écouter. Il est jeune, il est né en 70, je vais dire qu'il est jeune. Et il avait l'équivalent de ce qu'on peut dire un petit peu, une petite pastille le soir sur la raillerie, qu'on peut un petit peu comparer à la minute de Monsieur Cyclopède, où pendant 1 minute et demie, 2 minutes, il parlait, il s'est inspiré, il est très très marqué par le théâtre de narration de Dario Fo, et donc chaque soir il prenait un sujet comme ça. Alors il a une longue barbiche, il passe son temps à se la tripatouiller comme ça, et il a beaucoup embêté Berlusconi, qui a fini par le citer au Conseil des ministres en disant qu'il fallait qu'il la mette un petit peu en sourdine. Donc La Brebis Galeuse a d'abord été un spectacle de théâtre, ensuite un roman, et enfin un film qu'il a lui-même mis en scène et dans lequel il joue.
qui avait été sélectionné au festival de je ne sais plus où. Venise. De Venise. Et donc il est allé jusqu'au bout de ce texte, de ces mots mis ensemble dans son principe artistique, en passant donc du théâtre à l'écrit au cinéma. C'est la seule de ses œuvres qui ait subi ce traitement, entre guillemets. Et ce texte-là nous a été apporté par son traducteur, Olivier Favier, qui nous a remis une trentaine de pages simplement. Malheureusement, personne au Sonneur ne lit l'italien, mais nous sommes... Enfin, tout de suite, on a dit, on y va, quoi. C'était... Et il y a 3-4 autres de ces textes qui ont été publiés, au Serpent à plumes, entre autres. C'est un sacré bonhomme. Merci. Donc après, je voulais vous parler du héros de la semaine. Donc de La vie de Monsieur Le Gars de Nicolas Cavaillès. Donc c'est le premier roman de Nicolas Cavaillès, donc prix Goncourt de la nouvelle 2014. Donc dans ce livre, il revient sur la vie de François Le Gars, donc qui est un homme qui a réellement vécu au XVIIe siècle. Cet homme est connu pour le voyage, si on peut dire, l'aventure qu'il a fait malgré lui, qui a duré 8 ans. Donc c'était un gentilhomme campagnard, huguenot, il avait un domaine agricole en Bresse. Et donc suite à la révocation de l'édit de Nantes, il a été obligé de s'exiler. Et il est donc parti en 1689. Et donc ensuite il est allé en Hollande, il a embarqué du port d'Amsterdam en compagnie de 12 autres hommes. Et donc il a vécu cette vie d'aventurier, mais vraiment malgré lui. Et cette vie, il l'a racontée lui-même à la fin de sa vie. En fait, il a vécu jusqu'à 97 ans, je crois. Il a vécu 3 vies. Cette première vie, gentilhomme campagnard, ensuite cette vie d'aventure, et une troisième vie où qu'il a fini à Londres dans une grande pauvreté. Donc il a écrit lui-même un livre qui s'appelle Voyage et aventure de François Le Gars et de ses compagnons en 2 îles désertes des Indes orientales. Donc il a eu vraiment un destin qui lui a été imposé, et c'est ça que raconte Nicolas Cavaillès. Et puis le livre qu'il a écrit à la fin de sa vie, ce récit, a été largement manipulé par son éditeur, et ça fait qu'on l'a pris lui-même pour un imposteur. Donc en plus d'être destitué un peu du destin de sa vie, il a été destitué de son héritage et de la mémoire qu'il en a écrit. Voilà, c'est un premier roman d'une écriture vraiment très belle, très classique, où Nicolas Cavaillès transfigure le destin de cet homme qui est dépossédé, qui réussit à résister, parce qu'il est quand même parti, il avait près de 50 ans, mais il réussit à résister en s'abandonnant vraiment à ce destin qui lui échappe. Voilà, c'est un très très beau livre que je vous encourage tous à lire. Moi aussi. Et enfin, je vais vous parler de celui-là, Le Gouffre de Frank Norris. Celui-là, vraiment, je l'adore. L'autre aussi. C'est parce que la lecture de ce livre a été pour moi comme une aventure. Parce que je suis passée en lisant d'un relatif ennui à une véritable passion. Donc Frank Norris, c'est un auteur aussi de la fin du 19e siècle. Il est né en 1870, il est mort très jeune en 1902. En dehors de ce livre, Le Gouffre, il est aussi très connu pour Les Rapaces, parce que Les Rapaces a été adapté au cinéma par Erich von Stroheim, qui voulait en faire une des œuvres les plus longues du cinéma. Je crois qu'il en avait tourné, il a fait un film de 11 heures ou 9 heures, et puis les studios américains ont coupé ça lamentablement pour le réduire à un film de 2 heures. Donc c'est très très intéressant de lire Frank Norris aujourd'hui, parce que ça a été un des premiers à dénoncer, enfin à faire une satire et à dénoncer la perversion du capitalisme et de la spéculation sur la société américaine. Évidemment, quand on lit aujourd'hui, ça a beaucoup d'écho. Donc Frank Norris avait le projet d'écrire une trilogie sur le commerce du blé, l'épopée du blé, dont fait partie ce livre. Ce livre, il a été publié à titre posthume juste après son décès aux États-Unis, donc en 1903, et il a connu un très très grand succès. Je crois qu'il y a eu 100 000 exemplaires qui ont été vendus tout de suite aux États-Unis. On lui souhaite le même destin. Donc le personnage central, c'est une femme qui s'appelle Laura Dearborn, qui est une très belle femme, qui vient d'arriver à Chicago. Elle est tiraillée elle est courtisée par 3 hommes. Donc il y en a un qui s'appelle Sheldon, qui est un artiste reconnu, fortuné, très attentionné.
Landry, qui est l'employé d'un cabinet de courtage, et Curtis Jadwin, qui est un homme très riche, qui a été spéculateur, mais qui s'est assagi, qui est devenu très prudent. Donc elle hésite, elle a l'air d'en aimer vraiment aucun. C'est pour ça que je dis qu'au début c'était un peu ennuyeux, parce que bon, c'était cette histoire de femme qui hésite entre différents prétendants. On la voit consumée un peu de l'intérieur par ses aspirations romantiques, hésitant. Bon, finalement, elle en choisit un. Elle l'aime, elle doit lui apporter un soutien conditionnel, mais en même temps, elle a toujours ses frustrations. Et puis, Curtis Jadwin, donc le spéculateur soi-disant assagi, est en fait un joueur impénitent, un homme qui est vraiment avide de puissance. Et il va se relancer dans une bataille vraiment épique de spéculation sur le cours du blé. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était une lecture incroyable, totalement fascinante. Donc, entrelaçant l'histoire amoureuse de Laura Dearborn, la vision de cette puissance naissante des valeurs des États-Unis qui prennent tout leur envol, la bataille boursière donc, autour de la spéculation du blé, ça devient vraiment épique, ça devient comme un thriller, c'est complètement haletant. La spéculation, ça devient comme un choc de titan, terrifiant par tous les dommages que ça cause à côté, en même temps fascinant par l'ampleur de cette bataille. Et puis aussi fascinant parce qu'on est face à des hommes qui veulent vraiment tordre la nature et l'ordre naturel pour répondre à leurs intérêts. Voilà, donc comme je le disais, c'est sans doute un des premiers romans qui dénonce les dangers de la spéculation financière, en plus d'être un très très grand plaisir de lecture. C'est vraiment un roman qu'il est très intéressant de lire aujourd'hui. C'est un petit peu pour ça qu'on l'a republié d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, il n'avait jamais été édité en volume. Il n'avait paru qu'en feuilleton au début du XXe siècle. Et effectivement, face à ce qui se passe depuis quelques années, et n'y comprenant pas grand-chose, très honnêtement, je dois vous avouer que grâce à Frank Norris, j'ai compris les grands traits du fonctionnement de la bourse. Et c'est vrai qu'il y a une... Parce qu'en fait, c'est vraiment, en 1882, il y a eu un effondrement de la bourse suite à une trop grande spéculation sur le blé, ce qui avait des incidences sur le monde entier, évidemment. Donc, et il décrit ça avec énormément de précision, sans jamais être ennuyeux. On est d'accord. Exactement. C'est vraiment, il y a des scènes dans la salle des marchés, et en même temps, c'est totalement facile. Et en étant didactique sans le montrer, enfin sans l'imposer, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas le droit de parler de Tabichkir aujourd'hui. Je ne parle pas. C'est très bien aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour Valérie ou Marc. Merci à vous. N'hésitez pas à acheter les livres, à les feuilleter, à les lire, à vous resservir un verre. Merci. Merci, Marianne. Merci, Anaïs.